Notre enquête récente sur un centre d'appel frauduleux basé à Kiev qui vise exclusivement des Canadiens a clairement démontré l'importance de se prémunir contre la fraude à l'investissement ou contre tout type de stratagème frauduleux. Cette enquête a aussi démontré l'inaction des autorités policières et gouvernementales. Résultat, bien des victimes de fraude se trouvent démunies et à court de ressources. Et c'est là qu'entre en scène la clinique de criminologie de l'Université de Montréal. Puis comme on a de la suite dans les idées, on va se rendre justement à l'école de cybercriminologie de l'Université de Montréal, voir comment ils soutiennent les victimes et ce qu'ils découvrent sur les manigances des fraudeurs. Suivez-moi. Comment on devrait déculpabiliser la personne? C'est de lui présenter comme quoi qu'elle n'est pas toute seule puis que les fraudeurs sont justement très bien formés puis aguerris pour être capables d'amener quelqu'un à faire exactement tout ce qu'ils veulent. L'idée de la clinique est venue dans le fond d'un échange entre le professeur Benoît Dupont, qui est cofondateur de la clinique, dans un échange qui a eu lieu dans une conférence qui s'est donnée en février 2020. OK. Donc, avec des étudiants, on échangeait sur la situation de la cybersécurité, de la cybercriminalité au Québec et au Canada en soi. Puis on parlait un peu du sort des victimes, comme quoi qui étaient laissés pour compte à travers tout ça, à travers leur victimisation. Puis comme quoi ça serait bien de se baser sur un modèle potentiellement des cliniques, comme les cliniques juridiques qu'on trouve dans différentes universités, dont l'Université de Montréal. Comme quoi qu'un service, comment rendre disponible des étudiants qui ont un parcours en criminologie, qui ont des connaissances en cybercriminalité, qui soient capables de prêter conseil, soutenir, accompagner justement les victimes, les particuliers, qui sont laissés pour compte, puis qui n'ont pas d'accompagnement, puis qui n'ont pas de suivi entre les différents intervenants auxquels on doit se prêter puis rencontrer quand on est victime de fraude. Aya, explique-moi un peu le processus en cours. Quel type de fraude il s'agit dans ce cas bien précis? Dans ce cas-ci, il a contacté la victime avec une application amoureuse. Puis, ils ont commencé rapidement à parler de leur futur. Et à partir de là, il a conseillé d'investir dans ce site qu'on appelle Endcoin. Elle, ne sachant pas trop comment ça marche, elle a fait confiance, vu qu'elle est en amour. Et avec la pression que lui va mettre pour dire « c'est pour notre futur », bien sûr. elle va le faire confiance et Donc, elle va investir. chantage émotionnel. Bien sûr. Et puis ensuite, on tend le piège de la fraude financière. Mm-hmm. Et puis, donc, c'est à ce moment-là, une fois qu'elle prend conscience de la fraude, que ce cas vous est soumis. Exact. Donc, en fait, elle réalise justement, elle veut avoir l'argent. Puis elle réalise que même en contactant la compagnie, ils ne veulent pas leur donner l'argent. Et c'est là qu'elle réalise qu'elle s'est retrouvée dans une fraude à l'investissement. Par contre, dans ce cas-ci, le problème, c'est pas juste une question de fraude à l'investissement, c'est vraiment une question de fraude amoureuse. Elle ne sait pas si la personne avec qui elle a parlé, c'est vraiment une vraie personne et si c'est un fraudeur. Donc, ça, c'est pourquoi elle nous a contactés, non seulement à cause de la fraude à l'investissement, mais surtout du fait qu'elle s'est retrouvée à parler avec quelqu'un qu'elle ne sait pas si c'est une vraie personne ou non. Le moment qu'elle va découvrir que ce n'est pas une vraie personne, ça va être une rupture amoureuse. Et elle doit non seulement vivre cette rupture, mais elle doit aussi vivre en sachant que la personne avec qui elle est tombée en amour n'est pas une vraie personne et qu'on lui a menti, qu'elle a vécu de la manipulation. Donc là, la victime, elle a besoin d'accompagnement, de reconnaissance et juste savoir c'est quoi les prochaines étapes pour justement revenir à un état où est-ce qu'elle n'a plus besoin de se sentir comme une victime de fraude amoureuse. Il y a des gens qui nous écoutent qui se disent peut-être, mais comment ça se fait qu'on en est là? C'est pas un peu absurde, diront certaines personnes, que des étudiants ici aient à jouer ce rôle-là, que normalement, dans un monde idéal, c'est un rôle qui serait assumé par le gouvernement, par des entités gouvernementales. Oui, idéalement, les entités gouvernementales seraient capables et ils l'auraient déjà mis en place. Quand je pense au ministère de la cybersécurité et du numérique, ça fait partie de leur orientation, justement, de sensibiliser la population, de les éduquer face au numérique, aux différents dangers, aux différents risques. Mais pour l'instant, leur priorité, c'est vraiment de se concentrer sur la numérisation des services, des publics et tout, pour éviter des grands dommages liés au piratage informatique. C'est ça qu'on priorise. Il y a des priorités. Donc, il faut prioriser ça. Ça a un plus grand potentiel de risque pour eux. Donc, c'est normal qu'ils se concentrent là-dessus. Quand on parle des gouvernements fédéraux, ils ont le centre antifraude en place avec la GRC. Donc, eux, c'est le corps gouvernemental qui s'occupe justement de toute la fraude. Pourquoi est-ce que la clinique a vient en place? C'est parce que cet organisme-là, malheureusement, est débordé.
Il répond à toutes les demandes à travers le Canada. Donc, nous, on essaye de s'occuper, idéalement, d'être capable de donner une réponse dans la francophonie canadienne. Donc, on rend disponible, on forme des étudiants qui soient capables de répondre aux questions, aux interrogations, d'accompagner ces personnes-là, de les réorienter autant que possible vers ces ressources-là pour ainsi faire le deuil, le cheminement du deuil qu'ils doivent faire face à leur fraude, mais aussi bien trouver les réponses qu'ils cherchent. Alors, Éric, dis-moi un peu ce qui t'occupe aujourd'hui. Je vois que tu es sur un site qui s'appelle Fraude Alerte, c'est ça? De quoi il s'agit? Oui, c'est ça. Fraudealerte.ca, ça, c'est un des services les plus importants qu'on a dans notre clinique. Dans le fond, c'est une plateforme communautaire qui est accessible à toutes les personnes qui vivent au Québec. C'est en fait de faire en sorte qu'une communauté s'entraide et s'informe entre eux concernant les fraudes en ligne. Donc, une personne reçoit, par exemple, un SMS frauduleux. Et s'il sait que c'est une fraude, bien, il va aller dans le site Fraude Alerte, écrire son histoire et automatiquement, ça va alerter les autres personnes qui reçoivent cette fraude-là et prévenir tout ça. Et puis, il y a un cas en particulier ici que je vois à votre écran. De quoi il s'agit? On a reçu beaucoup de signalements SMS concernant les excès de vitesse, par exemple. Oui. Ça, c'est commun. C'est très fréquent, ce moment. Oui, c'est très fréquent en ce moment. Je suis sûr que certaines personnes à la maison ont déjà reçu ce genre de SMS. Eh bien, nous, on l'a reçu en premier et dès qu'on a répertorié ces cas-là, on a fait une campagne de sensibilisation sur nos réseaux sociaux, s'assurer que les autres prennent connaissance de la situation. OK, c'est ça. Donc, vous servez de ces exemples-là pour les mettre de l'avant, pour faire la sensibilisation. Exactement, le plus tôt possible. Alors, Kyria, on explore un autre cas avec toi. Quel a été l'objet de la plainte dans ce cas-ci ou du cas qui vous est soumis? Ça touche la fraude à l'emploi. Donc, ce faux employeur-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner des tâches très, très simples. Par exemple, juste liker une photo, une publication, la partager, juste faire des commentaires. Puis, plus tu en fais des commentaires, plus tu reçois une certaine somme d'argent. Plus tu likes, plus tu fais des commentaires, plus tu partages, plus tu reçois des sous. Oui, mais il y a un catch. Ah. Il y a un nombre limité de tâches de ce que tu peux faire. OK. Quand tu as fait 10 likes puis tu as atteint cette certaine limite-là, tu ne peux plus continuer de faire des... Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Est-ce que les gens empochent les sous? Non, c'est là, si tu veux empocher de l'argent ou si tu veux continuer à faire ces petites tâches-là, il faut que tu payes en crypto. Non. Il faut payer pour obtenir son salaire, entre guillemets. C'est ça. Est-ce qu'on a une idée approximative des sommes perdues? Plus de 400 000 canadiens. Plus de 400 000 canadiens? Oui. Est-ce qu'il y a des trucs, des conseils fondamentaux qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent pour qu'ils soient davantage aux aguets, pour savoir quoi faire dans les situations auxquelles elles seront peut-être soumises? Dès qu'on soit une communication en ligne, il faut la traiter comme suspecte. Même si c'est la part d'un proche, même si c'est la part de quelqu'un, surtout si c'est la part de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne s'y attendait pas, c'est de la traiter comme suspecte. La part d'un proche qui nous accueille, qui nous envoie un lien quelconque sans explication ou qui c'est écrit en anglais au lieu d'être en français, dès que c'est quelque chose qui sort de l'inhabituel de la part d'un proche, déjà là, on a un drapeau rouge qui se lève, on prend du recul, puis on va faire des recherches, on va faire une analyse. Il faut s'outiller contre ces stratagèmes de fraude-là. Même chose pour les annonces qu'on voit en ligne. Les traiter avec méfiance. Il ne faut pas nécessairement suivre le lien de l'annonce qui nous est présentée. Il faut être capable de sortir de là. C'est ça. Oui, vous avez vu l'annonce, tant mieux. Vous avez vu l'offre, parfait. Vous voyez l'adresse du site, parfait. Allez sur des moteurs de recherche, rentrez le site lui-même. Faites un minimum de recherche pour être capable de voir qu'est-ce qui se dit par rapport à ce site-là, par rapport à cette personne-là qui vous contacte, par rapport à ce numéro de téléphone-là. Puis vous allez sûrement tomber sur Fraude Alerte si c'est frauduleux. On a des preuves à l'appui, des témoignages justement de plusieurs victimes qui, comme quoi, ont évité d'être fraudées, d'éviter d'avoir partagé des informations personnelles parce qu'ils ont trouvé un signalement qui était complètement similaire à ce qu'eux autres avaient vécu en ligne sur Fraude Alerte. Un nom à retenir. Merci beaucoup. Merci, Hakim.